Mercredi 4 février 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française. À la une de l'actualité de ce soir, le passage du cyclone Fiti à Madagascar a fait 12 morts selon le rapport provisoire du BNGRC communiqué ce matin. Le nombre des sinistrés dépasse désormais les 70 000 personnes. Les détails avec Findessina Mireille. Au total, 34 districts et 9 régions ont été touchés par le cyclone Fiti à Madagascar. Le bilan humain fait état de 12 décès, répartis comme suit. 2 décès à Antananarive 2, 1 décès à Badbouin, 2 décès à Soualal, 2 décès à Ndozorbe et 1 décès à Mahadzinga 2, personnes portées disparues puis retrouvées décédées. Toujours selon le rapport provisoire du BNGRC, on recense 70 521 sinistrés répartis au sein de 16 119 ménages. 27 919 personnes ont été déplacées, issues de 7 151 ménages, dont 22 756 personnes sont actuellement hébergées dans 57 sites d'accueil. Concernant les dégâts matériels, 12 394 habitations ont été inondées, 1480 maisons ont subi des dommages et 1866 maisons ont été totalement détruites. L'alerte de danger imminent niveau rouge liée aux inondations reste en vigueur pour les communes d'Ampaïchou, Sissoualand, Nkadvourbe, Ampagné, Fissoavne et Anouzato-Andjefana selon les informations communiquées par l'APIPA à 8h du matin aujourd'hui. Concernant la rivière Sissoni à Impitataf qui a une hausse de 0,16 mètres du niveau de l'eau a été enregistrée en l'espace de 24 heures. Le point avec Findessina Mireille, toujours. Des risques d'inondation sont à craindre dans la plaine d'Antananarive, selon l'alerte publiée par la PIPA à 8h ce matin. Cette situation est due à la montée des eaux des rivières entourant la plaine d'Antananarive. Les communes concernées sont notamment Ampaïchou, Soualland, Nkadvourbe, Ampane, Fissoavne et Anouzato-Andjefen. D'après les dernières informations, pour la rivière Sissoni, à Ndjamassen, le niveau d'eau a atteint 1,80 m avec une hausse de 0,35 m en 24 heures. À Impitatavk, le niveau est de 2,65 m en hausse de 0,16 m et se rapproche du seuil d'alerte jaune, 3 m. Pour Ikup, à Mbomanamboul, le niveau de l'eau a atteint 3,38 m, soit une augmentation de 0,55 m en 24 heures, se rapprochant du seuil d'alerte rouge, 4,50 m. À Bevmanga, le niveau est de 3,68 m en hausse de 0,09 m et proche du seuil d'alerte jaune 4 mètres. Pour la rivière Mambe, à Mbouidjan, où le niveau de l'eau a atteint 2,60 mètres, avec une hausse de 0,23 mètres en 24 heures, augmentant ainsi les risques de débordement et d'inondation. La PIPA appelle ainsi les populations vivant dans les zones basses et le long des cours d'eau à rester vigilantes et à faire preuve de prudence. Et côté santé, les maladies intestinales et cutanées sont celles qui se propagent le plus en période d'inondation, selon un médecin que nos journalistes ont interrogé aujourd'hui. Dans les zones chaudes, les maladies transmises par les moustiques demeurent également présentes. Reportage de Findessina Mireille et Zaran Jansu. 2 types de maladies connaissent une recrudescence durant cette saison estivale, marquée par la montée des eaux et les inondations, les maladies intestinales et les maladies cutanées. Selon les explications d'un médecin, il est primordial de faire preuve de vigilance et de respecter strictement les règles d'hygiène, notamment dans la préparation des aliments. Dès l'apparition de symptômes ou de signes de malaise, il est recommandé de consulter immédiatement un centre de santé. Les médecins soulignent également l'importance de renforcer le système immunitaire afin de mieux lutter contre les différentes formes de maladies. Le nombre total de cas confirmés de Mpox s'élève à 233 jusqu'au 2 février 2026. Ainsi, 191 cas suspects sont recensés selon les données du ministère de la Santé publique. La recherche des personnes ayant été en contact avec les malades, appelés cas contact, se poursuit également. Les détails avec Radraman Andatouf. Pour la journée du 2 février 2026, 4 cas confirmés de Mpox ont été enregistrés contre 16 cas suspects, d'après le rapport publié hier par le ministère de la Santé publique. À Antananarive, 2 cas confirmés ont été signalés, tandis que les 2 autres cas confirmés ont été recensés à Mintran. Au total, 233 cas confirmés de Mpox ont été enregistrés jusqu'au 2 février.
191 cas suspects et 210 personnes testées négatives. Pour la seule journée du 2 février, 7 patients ont été déclarés guéris. Le nombre total de personnes guéries s'élève ainsi à 119 jusqu'au 2 février, selon les statistiques du ministère de la Santé publique. Nos actualités sociales toujours, à la suite des troubles survenus sur la ligne 194 ayant entraîné des perturbations de la circulation à Ampasapitou hier, la police nationale a tenu une rencontre et des échanges avec les présidents des coopératives de transport de la capitale ainsi que celles venant de l'extérieur d'Antananarivo hier en fin d'après-midi. Les présidents de coopératives particulièrement concernés par les incidents d'hier ont été spécialement conviés à cette réunion. Reportage de Radhraman Zatouf. Les manifestations menées sur la ligne 194 ont provoqué hier des embouteillages et des perturbations de la circulation à Ampasapitou et dans les environs. À la suite de ces événements, une rencontre s'est tenue entre la police nationale et les présidents des coopératives de transport à Tsarlalan. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération et l'instauration d'un climat de confiance entre la police nationale et les opérateurs de transport. Il a été convenu qu'une concertation préalable avec les responsables en charge de la circulation est nécessaire en cas de comportement jugé excessif de la part des policiers sur la voie publique. La police nationale a affirmé qu'elle poursuivra l'application des méthodes de travail professionnelles, respectueuses de la loi et des droits de chacun pour les agents opérant sur la voie publique. L'ensemble des parties a également été appelé à assumer ses responsabilités dans la lutte contre la corruption, identifiée comme l'une des causes majeures des problèmes dans le secteur du transport public. Il a été rappelé que les conducteurs de transport public doivent respecter strictement le code de la route afin d'éviter les sanctions et d'assurer la fluidité de la circulation. Enfin, il a été décidé de renforcer des mesures spécifiques dans les zones connaissant des embouteillages excessifs dans l'intérêt général, conformément aux conclusions de la réunion. 18 personnes ont été prises en flagrant délit de vol et de fraude sur des compteurs d'eau et d'électricité de la société Jirama lors d'une opération de contrôle menée par l'entreprise hier. Au total, 109 compteurs ont été inspectés durant cette opération. Le point avec Radhraman Zatouf toujours. Les opérations de contrôle visant à lutter contre le vol et la fraude dans l'utilisation de l'électricité et de l'eau de la Jirama ont débuté hier à Antananarivo. 109 compteurs ont été vérifiés, 18 présentaient des irrégularités, 7 devront faire l'objet d'une expertise. Le propriétaire d'un compteur a été pris en flagrant délit de piquage et un autre présentait des traces de piquage. Les compteurs non conformes ont été immédiatement retirés et seront soumis à une expertise. Selon les responsables de la Jirama, ces opérations de contrôle se poursuivront et devraient durer environ 3 mois. Les pertes annuelles de l'entreprise dues au vol et à la fraude sont estimées à 100 millions d'ariars. Outre les pertes financières subies par la Jirama, ces pratiques détériorent également la qualité de l'approvisionnement en électricité et en eau, notamment à travers la baisse de la tension électrique et la diminution de la pression de l'eau. Dans le reste des actualités locales, les informations relayées sur les réseaux sociaux affirmant que la correction serait déjà achevée et que les résultats du concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature et des greffes ou ENMG auraient dû être publiés il y a 2 semaines sont infondés, a déclaré le directeur général de l'ENMG. Il a également démenti les rumeurs selon lesquelles les résultats seraient publiés dans les prochains jours. Les détails avec Fanlessena Mireille. La dernière épreuve du concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature et des greffes s'est tenue le 19 décembre, tandis que la correction a débuté le 5 janvier, a indiqué le directeur général de l'ENMG. Près de 5000 candidats ont pris part au concours et 4 matières ont été évaluées, ce qui représente environ 20 000 copies à corriger selon les explications. Ainsi, les affirmations selon lesquelles les résultats seraient sur le point d'être publiés ne sont pas fondées, a-t-il précisé. Il a également indiqué que les experts étrangers chargés du traitement des notes sont déjà arrivés dans le pays. Depuis 2019, en effet, le concours de l'ENMG se distingue par la collaboration avec un cabinet étranger dans le traitement des notes, une mesure visant à prévenir la corruption, selon toujours les explications.
Dans un tout autre sujet, la méconnaissance des lois est souvent à l'origine de l'implication des maires dans des affaires judiciaires liées à la gestion communale. Selon le vice-maire de la commune rurale d'Amboichou, Ndjiapama, qui invitait hier dans l'émission Nizuku. Pour sa part, le maire de la commune d'Akazunad explique que certaines pratiques sont qualifiées d'abus de pouvoir et de corruption dans la gestion communale, notamment la prise d'arrêtés communaux non conformes à la loi. Outre le contrôle administratif, les habitants de ces collectivités territoriales de base ont également un rôle à jouer dans le développement de leur commune. Reportage de Noura Nirlint et Asnara Falzanari. À Madagascar, l'une des infractions qui conduisent le plus souvent à l'emprisonnement des maires est le détournement de deniers publics. Toutefois, d'autres infractions peuvent également entraîner une peine d'emprisonnement, comme l'a indiqué le maire de la commune rurale d'Akazunad lors de son passage dans l'émission Nizouk hier soir. L'octroi illégal d'autorisation de construction, la corruption avérée, c'est-à-dire le fait de recevoir de l'argent ou d'accorder des avantages illégaux à soi-même ou à autrui dans l'exercice de ses fonctions, l'utilisation des fonds communaux à des fins non prévues, l'exercice d'un pouvoir contraire à la loi, notamment l'abus de fonction consistant à sanctionner une personne sans motif valable ou à accorder des avantages particuliers ou favoritisme. Il est à noter que les maires ne bénéficient pas d'une immunité, même si une demande d'avis préalable auprès du ministère de tutelle est requise avant toute poursuite. Cette procédure ne fait toutefois pas obstacle à l'action de la justice. De manière générale, la méconnaissance des textes juridiques constitue la principale cause de l'implication des maires dans diverses affaires judiciaires, selon le vice-maire de la commune rurale d'Amboichou, Ndjiapama. La gestion des communes nécessite donc un contrôle rigoureux. Néanmoins, les citoyens ont également une responsabilité importante dans le développement de leur localité. Il est à rappeler que les feux de brousse peuvent être passibles d'une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans si le maire est impliqué ou s'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour les prévenir. Dans les actualités internationales de ce soir, le parquet général à Tripoli a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'une enquête sur la mort la veille de Seif al-Islam Kadhafi, fils du dirigeant défunt Muammar Kadhafi, et a confirmé qu'il avait été tué par balle. Les détails avec France 24. Il vivait caché depuis plusieurs années, mais des tueurs ont finalement retrouvé sa trace pour l'assassiner. Seif al-Islam Kadhafi, l'un des fils de Muammar Kadhafi, a été tué ce mardi dans l'ouest de la Libye. Un commando serait derrière ce meurtre. La maison où résidait Seif al-Islam depuis sa sortie de prison à Zenten, à l'ouest, les caméras de surveillance ont été désactivées. Ensuite, il y a 4 personnes qui ont tué Seif al-Islam dans sa résidence. Seif al-Islam Kadhafi a pendant longtemps été vu comme le successeur de son père, avec une image de réformateur. Mais lors du printemps arabe en 2011, le fils du dictateur libyen avait promis des représailles et des bains de sang contre ceux qui voulaient renverser le pouvoir. Après la mort de son père, Seif al-Islam Kadhafi a été arrêté puis emprisonné en novembre 2011 avant de profiter d'une amnistie en 2016. Il y a 5 ans, il avait même tenté un retour au premier plan, présentant sa candidature à l'élection présidentielle pour relancer la Libye. Un scrutin qui n'a jamais eu lieu dans un pays toujours en pleine crise aujourd'hui. Et Donald Trump a déclaré hier, mardi 3 février, qu'il voulait que Vladimir Poutine mette fin à la guerre en Ukraine, déclenchée par l'invasion à grande échelle de ce pays par la Russie il y a près de 4 ans. Les détails avec France 24. Même format, même équipe et même endroit. Américains, Russes et Ukrainiens réunis pour la seconde fois en 2 semaines à Abu Dhabi pour tenter de trouver une issue à la guerre en Ukraine. Contexte des 48 dernières heures, des frappes russes qui ne cessent pas sur des zones civiles mais aussi des infrastructures énergétiques et cette nouvelle injonction de Donald Trump à Vladimir Poutine. Oui, je veux qu'il mette fin à la guerre. Je lui ai parlé, je veux qu'il mette fin à la guerre. Ce mercredi, à la table des négociations, Roustem Oumerov pour l'Ukraine, ancien ministre de la Défense, réputé fin diplomate. Du côté russe, Igor Kostyukov, chef du renseignement militaire et par ailleurs sous sanctions occidentales. Et chargé de les mettre d'accord, les habituels émissaires spéciaux de Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner.
Le principal point de blocage, c'est le Donbass, les régions de Donetsk et Louhansk. La Russie veut les occuper en intégralité, tandis que l'Ukraine souhaite un arrêt des combats sur la ligne de front et la création d'une zone démilitarisée. Et l'heure tourne au désavantage de l'Ukraine, car la Russie continue de progresser sur le terrain. Et au rythme actuel, elle pourrait occuper tout le Donbass d'ici 1 an et demi, selon les calculs de l'agence France-Presse. Dans le reste de l'actualité internationale, un avion furtif américain a abattu hier mardi un drone iranien qui s'était approché d'un porte-avions américain dans la mer d'Arabie. Mais les discussions prévues en fin de semaine entre les deux pays sont maintenues selon la Maison-Blanche. France 24. C'est le premier incident majeur entre les deux pays depuis le déploiement de l'armada américaine en mer d'Arabie. Washington l'assure, l'un de ses avions furtifs a abattu ce mardi un drone iranien. Un avion de combat F-35C du porte-avions Abraham Lincoln a abattu le drone iranien en état de légitime défense et pour protéger le porte-avions et le personnel à bord. Selon la Maison-Blanche, cet accro ne remet pas en cause les discussions de vendredi. Prévues en Turquie, elles pourraient finalement se tenir à Oman, c'est en tout cas le souhait de l'Iran. À Téhéran, ces pourparlers laissent perplexes et on se prépare à tous les scénarios. On attend de voir si les États-Unis comptent mener ou non des négociations substantielles et destinées à parvenir à des résultats. Deux axes donc, la question du nucléaire, cela a été confirmé par les deux pays, mais aussi celle du programme balistique de Téhéran que Donald Trump entend limiter, mais dont l'Iran ne veut pas entendre parler. Dans ce dossier, l'Iran pose une ligne rouge, hors de question que ses capacités de défense soient remises en cause. Après avoir mis une forte pression militaire sur le régime des Mollahs, le président américain aura-t-il gain de cause ? Comme à son habitude, il menace. Selon lui, de mauvaises choses se produiraient si aucun accord n'était trouvé. Des discussions sont en cours avec l'Iran. On va voir ce que ça donne. Selon le Qatar, les efforts diplomatiques irano-américains se poursuivaient ce mardi de manière très intense. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.